M. Trump a décidé finalement de donner un sursis et au Mexique et au Canada pour 30 jours. Le temps, écrit-il finalement sur ses réseaux sociaux, d'en arriver à un accord plus juste selon lui. Martine Hébert est avec nous. Elle était avec nous tout à l'heure lorsque cette nouvelle est tombée. Raphaël Jacob sera avec nous dans quelques instants. Et Richard Ouellette, vous êtes professeur en droit international économique à l'Université Laval. On va avoir besoin de vos lumières parce qu'il y a beaucoup de questions du public qui sont entrées. Il y en a encore qui s'appliquent parce que s'il y a un délai de 30 jours, ça ne veut pas dire que ça n'arrivera pas et les gens veulent mieux comprendre. Je vous pose une question, Martine, c'est la première de Christine Lajeunesse. Comment Trump, et ça revient beaucoup ça, dans toute cette histoire, comment Trump peut implanter des décisions pour les tarifs sans que ce soit discuté et voté par les gouverneurs et le Sénat? Comment se fait-il qu'il peut, d'un bout de crayon, imposer ou pas des tarifs de 25 %, Martine? Bien, écoutez, probablement que Raphaël va avoir une réponse plus scientifique que moi sur la question, là, mais ce qu'on sait, c'est qu'il n'est pas nécessairement obligé de passer par ces instances-là pour imposer ce type de mesures-là sur l'économie américaine et qui peut être contesté, soit dit en passant, par contre, par différentes instances. On sait que le Canada, je pense, avait menacé aujourd'hui de déposer une plainte à l'Organisation mondiale du commerce contre les États-Unis parce que ça contrevenait à l'ASEUM, à l'accord qu'on a avec eux. Ce type de décret aussi peut être contesté parfois aussi par des tiers partis devant les tribunaux. Donc, mais bon, on connaît M. Trump, vous savez, je pense qu'il fait fi un peu là, de ce genre de considération. Raphaël Jacob répondait à Christine Lajeunesse, même question, comment se fait-il qu'il pouvait tout faire ça et qu'il peut encore, sans l'accord du Sénat et du Congrès, etc.? Il a l'accord implicitement. On appelle ça le Trade Act 1974. Le Congrès américain, dans les deux chambres, avec des majorités absolument écrasantes, à peu près 95 % des sénateurs qui s'étaient prononcés à l'époque, à peu près 90 % des représentants avaient voté pour la loi qui confère, depuis à peu près un demi-siècle, des pouvoirs très considérables à tout président des États-Unis pour ce qui est de négocier les termes commerciaux des États-Unis avec leurs pays partenaires ou leurs potentiels pays partenaires. L'ironie historique de tout ça, Patrice, c'est quoi? C'est que l'objectif à la base de la loi de 1974, c'était de favoriser le commerce avec les autres pays, de donner plus des coups des franches au président des États-Unis pour qu'il puisse davantage ouvrir, développer des marchés à l'international. Plutôt que fermer. Exactement. Un petit mot, Richard Ouellette, là-dessus. Donc, il a totalement... Vous êtes professeur de droit, ce pouvoir-là. Il est mauvaise humeur, il le fait. Il est de bonne humeur, il l'enlève. Oui, et ce qui est drôle, c'est que pendant le premier mandat de Trump, il s'était prévalu d'une autre disposition, l'article 232 du Trade Expansion Act. Il s'en était servi pour imposer des tarifs sur l'acier et l'aluminium. Et quand on a renégocié l'ASEUM, on s'est prémuni contre ça en mettant une petite lettre d'accompagnement à l'ASEUM en disant que si le président des États-Unis, qui qu'il soit, devait le refaire, il devrait nous donner un préavis de 60 jours. Or, ici, dans ce cas-ci, dans le cas du dernier décret, il s'est servi d'une autre loi, la loi sur l'urgence nationale. Il a contourné donc la lettre d'accompagnement. Et ce qu'on sait maintenant, c'est que probablement que dans tout l'arsenal de lois américaines, il va toujours trouver une prise quelque part pour faire des décrets qu'il veut. Il choisit son chemin. Ben oui, puis il va falloir se protéger contre ça. Marie-Josée Lepage vous demande, est-ce vrai que si le Canada riposte aux tarifs douaniers, nos industries et notre économie seront dans une pire situation? Parce qu'il y a un plan de riposte qui a été annoncé, 155 milliards du côté canadien. Martine, est-ce qu'on ne se tire pas dans le pied en ripostant? Bien, c'est sûr que dans une perspective purement économique, Patrice, là, quand on riposte, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nos entreprises ici, par exemple, manufacturières, vont payer plus cher les produits qui rentrent dans la production de ce qu'ils produisent, hein? Parce qu'ils vont payer plus cher les intrants qui rentrent dans leur production. Donc, c'est clair que c'est pas souhaitable. Puis souvent, on sait que les entreprises aussi sont interreliées entre importation et exportation. C'est-à-dire qu'il y a des entreprises manufacturières qui importent des produits des États-Unis qu'elles vont par la suite réexporter. Donc, elles se trouvent à être doublement pénalisées. Maintenant, cela étant dans une perspective de politique économique de la part du gouvernement et de riposte à ce type de mesures-là, c'est clair qu'on ne peut pas laisser les choses aller sans rien faire. Il fallait riposter. Maintenant, on ne peut pas soutenir une guerre tarifaire. Il n'y a jamais de gagnant
économiquement parlant, dans une guerre tarifaire entre deux pays, surtout pas deux pays alliés économiquement parlant, là, comme les États-Unis et le Canada. Je veux répondre au plus de questions possibles. Je vais vous demander d'être le plus bref possible. Richard Ouellet, est-ce qu'en ripostant, c'est sûr qu'on se faisait mal aussi, parce que tout ce qui arrive des États-Unis, on allait nous-mêmes mettre une taxe? C'est ça. Et quand vous avez deux économies très intégrées, comme l'économie canadienne et l'économie américaine, à chaque fois que vous donnez un coup à l'autre, vous vous faites mal à vous aussi. À chaque fois. C'est ça qui est particulier dans une guerre commerciale. Comme on bénéficie du lien entre les deux, à chaque fois qu'on coupe un lien, on se fait mal et à l'un et à l'autre. Très bien. On passe à la question 4. Est-ce une bonne idée, c'est Claude, si tous les Canadiens, ça c'est revenu beaucoup, boycottent temporairement leurs vacances aux États-Unis en représailles aux tarifs que Trump veut nous imposer? Raphaël, c'est un outil, ça? C'est un outil, parmi d'autres. Au-delà de cela, je me prononcerai peu, Patrice. Les gens sont libres de faire ce qu'ils veulent avec leurs vacances personnelles, là. Ce que je noterai quand même, c'est la nature profondément asymétrique de la relation. Vous regardez ce qui entre au Canada, à peu près 40 des intrants, des importations canadiennes, ça vient des États-Unis. Vous regardez tout ce qui est exporté par les États-Unis, c'est à peine 20 qui va au Canada. Et à l'inverse, lorsqu'on regarde ce qui est exporté du Canada aux États-Unis, c'est à peu près 70-75 des exportations canadiennes qui vont aux États-Unis. Mais lorsqu'on regarde les importations américaines, c'est moins de 20 qui vient du Canada. Donc, c'est pas simplement que l'économie américaine, la population américaine sont plus grosses, qui sont vastement, en fait, plus grosses. C'est que leurs partenaires commerciaux sont immensément plus diversifiés que sont ceux du Canada. Donc, c'est vrai qu'il y a des perdants des deux côtés dans une guerre commerciale, mais c'est pas vrai que les perdants le sont de façon égale de part et d'autre. Je comprends que c'est extrêmement impopulaire à dire présentement, ça va contre le sentiment nationaliste qui souffle, je le comprends, mais ça demeure la simple et brutale réalité. Richard Ouellet, quand même, en Floride, si les Québécois se mettaient à vraiment ne plus y aller, ça se chiffre en milliards ce que les gens dépensent là-bas. Oui, et j'ai envie de dire que les gens qui nous écoutent doivent comprendre qu'à chaque fois que vous avez une occasion de dépenser $1 au Canada au lieu de le dépenser aux États-Unis, vous rendez service à votre gouvernement, puis vous rendez service à votre voisin qui travaille dans une PME, puis qui peut-être a un emploi qui dépend du roulement de son entreprise. Tout à fait d'accord. J'allais dire, l'idée, c'est pas nécessairement de faire mal aux États-Unis, mais c'est de faire du bien à nos entreprises canadiennes ici. Bon point. Mais ça fait quand même du mal. En Floride, ça ferait potentiellement ça ferait du mal. OK. Mais ça nous fait du bien. Will D. Lavigne, est-ce que, ça c'est revenu beaucoup en fin de semaine, est-ce que le gouvernement provincial et fédéral nous conseille de boycotter Amazon? Amazon, il y a d'autres raisons au Québec. Netflix, Costco, X et Facebook. C'est pas si simple, Martine, parce que comme Costco, c'est des gens d'ici qui travaillent. C'est ça. J'entendais aussi des gens dire qu'il faut boycotter Walmart, Costco et tout ça, parce que, bon, il y a des gens qui travaillent d'une part, mais ces entreprises-là ont aussi des produits canadiens et québécois là, sur leur tablette. Donc, il faut faire attention, encore une fois. Je pense qu'il faut davantage cibler des produits, hein, un petit peu comme ce que le gouvernement québécois et de l'Ontario avait fait là, avec, par exemple, retirer des vins américains des tablettes ou des choses comme ça. Ça se passera pas. Hein? Ce soir, vous allez pouvoir vous acheter des vins américains si vous voulez, là, si vous allez à la SAQ. Mais je pense que effectivement, cibler des entreprises, dans certains cas, ça peut être hasardeux. Mieux vaut peut-être être solidaire avec les produits qu'on achète. Très bien. Je passe à l'autre question à Jean-François Gauthier, parce que Richard Ouellet, c'est vraiment dans vos cordes. Le Canada pourrait-il déposer une requête auprès de l'Organisation mondiale du commerce, l'OMC, pour contester les tarifs douaniers éventuels là, qui seront imposés par les États-Unis? L'OMC, ils y croient plus. Est-ce que ça donne quelque chose? Alors, le Canada a déjà annoncé qu'il allait porter une plainte à l'Organisation mondiale du commerce. Quand j'ai vérifié juste avant d'entrer en onde, la plainte n'était pas encore déposée, mais elle le sera. Le gouvernement l'a annoncé. Cela étant dit, une plainte à l'Organisation mondiale du commerce, ça a des effets limités parce que les États-Unis, dans les dernières années, ont brisé ce qu'on appelle l'organe d'appel. C'est l'organe qui entend en appel les décisions rendues. Si éventuellement nous avions gain de cause contre les Américains à l'Organisation mondiale du commerce, en première instance, les Américains porteraient la cause en appel et le dossier tombe dans le vide. Alors, on n'aurait pas de jugement. Donc, la plainte à l'Organisation mondiale du commerce, sur le principe, elle est très importante parce que le Canada est un tenant de la règle de droit, mais dans les faits, ça ne donne pas grand-chose. Mais je pense que ça peut être long aussi, hein, Richard? Je pense que ça peut être très long comme processus. Oui, ça peut prendre facilement 18 mois, 2 ans. Ouais, Et Raphaël, ça, il faut quand même le dire, M. Biden aussi avait enlevé ses membres du comité d'appel. Donc, c'est pas que Trump, là.
Non, et le protectionnisme ne revient pas à l'ère Trump non plus. C'est parce qu'on parle immensément, je le comprends, c'est normal présentement, de la dynamique canado-américaine. Mais si vous êtes en Chine présentement, là, ça n'a pas été beaucoup plus facile, les relations commerciales avec les États-Unis sous M. Biden que ça l'était sous M. Trump. Donc, il faut effectivement faire dans la nuance. Très bien. Marie-Lise Laramé, le pétrole, on y revient. Si on cesse d'envoyer du pétrole aux États-Unis, ce qui n'arrivera pas, mais admettons pour la discussion, est-ce qu'on a d'autres débouchés pour ce pétrole? Est-ce que des raffineries spécialisées existent ailleurs? Est-ce qu'on pourrait avoir, j'ajoute la question, Martine Hébert, des raffineries chez nous? Bien, c'est ça. Plus. Le problème, je vous dirais, c'est que jusqu'à maintenant, on exporte du pétrole brut aux États-Unis. Donc, c'est les raffineries américaines qui vont le raffiner. Puis après ça, même, on le ramène ici souvent pour nos propres besoins. Donc, on a aussi des projets là, sur lesquels on n'a pas investi. D'ailleurs, le premier ministre du Québec, tantôt, l'a bien dit, il n'y a pas d'acceptabilité sociale pour certains projets pour transporter le pétrole au sein même du Canada. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est si simple que ça. Et même si on voulait le faire, qu'on décidait que parce qu'on est dans une situation X qui fait en sorte qu'on veut aller de l'avant, ce sont quand même des investissements là, importants et des projets qui prennent du temps avant de se réaliser. Je passe à une autre question, Richard Ouellette, de Richard Couture. Vous parlez fréquemment, puis on en reparle, des tarifs entre les provinces sans jamais les expliquer ou bien donner des exemples. Pourriez-vous m'éclairer? Il y a eu beaucoup de questions là-dessus, parce que là, ça revient à la mode. Il y a une époque, ça était beaucoup à la mode. Richard Ouellette, est-ce qu'on peut lever les barrières non tarifaires entre les provinces une fois pour toutes ou non? Alors, il existe un accord de libre-échange, ça s'appelle l'accord de libre-échange canadien, qui est un accord entre les provinces canadiennes, qui aplanit la quasi-totalité des obstacles, mais qui en a laissé plusieurs. Et donc, ce qui étonne les gens, parce qu'à l'intérieur du même pays, il y a des obstacles commerciaux entre les provinces. Et ce qu'on sait, c'est que si on aplanissait ces obstacles commerciaux entre les provinces, on ferait du bien à l'économie canadienne. Alors, la question, c'est de se demander pourquoi est-ce qu'on a maintenu ces obstacles-là. Alors, il y a un certain protectionnisme entre les provinces. Par exemple, dans le domaine de l'alcool, c'est peut-être le cas emblématique dans le domaine de l'alcool. On ne peut pas vendre d'une province à l'autre. Quelqu'un qui est au Québec en ce moment puis qui veut faire venir du vin de la LC Bio en Ontario, c'est très, très, très compliqué. Alors, ce genre d'obstacle-là pourrait peut-être tomber. Il y a de la place pour une négociation entre les provinces canadiennes pour plus de libre-échange. En tout cas, là, si les provinces n'arrivent pas à s'entendre cette fois-ci, elles s'entendront jamais. Là. En tout cas, le momentum est là. Raphaël, numéro 15, s'il vous plaît. Je saute à la question numéro... d'Alain Ouellette. Pourquoi les tarifs américains sont plus élevés avec leurs partenaires canadiens, auraient été plus élevés, on a compris, qu'avec leurs concurrents chinois? Parce que M. Trump a demandé qu'on ajoute un 10 % sur la Chine. Raphaël, est-ce que c'est pas la Chine qui est l'éléphant dans la pièce dans tout ça? Oui. Quelle bonne question. En fait, les deux sont bonnes. Premièrement, on en parle moins parce qu'on est tellement focalisé sur notre relation, notre dynamique, etc. Mais des trois pays ciblés, il faut toujours le rappeler, c'est la Chine d'un point de vue géopolitique, d'un point de vue stratégique et d'un point de vue économique qui compte le plus des trois, de un. De deux, pourquoi 10 % versus 25 %? En un mot, dépendance. Les États-Unis dépendent beaucoup plus de leur commerce avec la Chine, avec tout le respect, que ça peut être le cas avec le Mexique ou avec le Canada. Donc, dans ce contexte-là, il ne faut pas se surprendre effectivement que ce soit un 10 %. Et le dernier point que je mentionnerais, on s'en est parlé, vous et moi, Patrice, au tout début de cette crise-là, c'est la question non seulement de la Chine, mais du Canada et du Mexique vis-à-vis la Chine. Ce que le président américain veut depuis la première heure, c'est se faire assurer que la frontière nord et la frontière sud de son pays ne seront pas utilisées comme des passoires pour les Chinois ou par les Chinois. Richard Ouellette, la Chine et M. Trump, dans son esprit, puis ses conseillers autour, c'est vraiment son défi numéro un, d'aller rejoindre la Chine, qui devient, à tout point de vue, une puissance qui le concurrence. Oui, qui, selon les chiffres que l'on considère, est peut-être devenu déjà l'économie numéro un dans le monde. Et s'il veut faire « Make America Great Again », il doit passer au-devant de la Chine, ou en tout cas s'assurer qu'il reste devant la Chine. Et donc, il n'a pas les moyens de se payer une guerre commerciale trop grande. Mais pourquoi aussi 25 % à l'égard du Canada et du Mexique? Pour une raison très simple. Il a un accord de libre-échange avec ces deux pays-là, et c'est plus facile de les faire chanter. Parce qu'il y a des gains à perdre. Nous avons beaucoup à perdre si on ne s'entend pas avec les États-Unis, alors que la Chine peut se tourner vers d'autres marchés. Un mot, Martine, c'est la Chine dont on va devoir parler beaucoup plus, là.
Ben oui, tout à fait. Je pense que mes deux collègues ont tout à fait raison, Patrice, vous savez, et d'autant plus qu'on est dans une situation, là, à l'heure actuelle, temporaire. Hein. On sait que pour l'instant, là, ce qu'on a avec les États-Unis, c'est un sursis de 30 jours. C'est pas le temps de sabrer le champagne, c'est le temps de rester au ginger ale. Ginger ale, on peut, je pense, en acheter parce que c'est produit ici. Canada Dry, Ginger ale, on peut. Eh, mon Dieu, Exactement, Martine! Canada Dry, voilà! Tout est dans tout. Martine Bravo, Hébert, Patrice. économiste. Martine Hébert, économiste, ancienne déléguée générale du Québec aux États-Unis. Raphaël Jacob, politicologue, analyste chez nous, qu'on aime beaucoup. Et Richard Ouellet, professeur en droit international économique, Université Laval, qu'on aime aussi beaucoup pour moi. Vous êtes très clair. Emmanuel Pouchelet, expert en relations internationales, bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir madame et merci pour votre invitation. Alors c'est dans un conflit qui bouclera bientôt sa 3e année. Ces derniers jours, l'armée russe a revendiqué la conquête de plusieurs localités, dont Pokrovsk, considérée comme une ville clé pour la logistique militaire ukrainienne dans l'est du pays, signe finalement que les Russes avancent intelligemment, n'est-ce pas, Emmanuel Pouchelet ? L'armée russe, de toute façon, se conforme au plan qu'elle avait arrêté, j'allais dire même dès le début de cette guerre, en fait. Et en attaquant, si vous voulez, un nœud logistique, elle sait pertinemment qu'elle va forcément handicaper les forces ukrainiennes, puisque le général Eisenhower, on s'entend, disait que sans les logisticiens, je ne peux rien faire. Et force est de constater que pour l'instant, la Russie attaque des places fortes ukrainiennes qui semblent aussi mal défendues, mais je vous ferai remarquer une chose, l'absence de défense efficace de l'armée ukrainienne s'explique par de nombreux manquements en termes d'armement et aussi de formation. La Russie, de toute façon, a toujours été conforme à ce qu'on appelle son journal de marche des opérations, c'est-à-dire le rétro-planning, si je puis me permettre, pour traduire un petit peu aux téléspectateurs, de ces opérations. Et pour l'instant, elle est en posture de défense ferme et de conquête qu'elle risque bien sûr de réussir. En tout cas, pour l'instant, l'Ukraine est en grande difficulté, mais en même temps, du côté otanien, on s'interroge aussi sur certaines initiatives du côté ukrainien qui semblent, on va dire, souvent maladroites. On note également que l'armée ukrainienne commence à manquer sévèrement de soldats. Vous qui parliez des manquements, elle peine d'ailleurs à recruter de nouvelles troupes, notamment face aux réticences de la population qui est épuisée de ces 3 années de combats très meurtriers. Et puis, il faut le dire, hein, ces jeunes, ils y sont pour rien finalement, Emmanuel Pouchelet, pour se présenter au front comme de la chair à canon, n'est-ce pas ? Comment est-ce que Kiev compte poursuivre ses attaques avec une armée de plus en plus affaiblie ? Je pense qu'il est grand temps, comme l'a précisé Marco Rubio, le secrétaire d'État américain à l'international, donc l'équivalent d'un ministre des Affaires étrangères, il faut que cette guerre cesse. La population est, on va dire, excédée de ce conflit qui s'annonce dans la durée. Les régions qui ont été conquises, je le rappelle, sont essentiellement avec des minorités russophones, d'accord ? Et en même temps, on a aussi, pour former un soldat, cela nécessite de nombreuses années, et lever une armée est, on va dire, un acte de défense, puisque l'Ukraine défend son territoire aussi, délicat à mener. Maintenant, je pense que la population ukrainienne semble avoir aussi, de son côté, épuisé les décisions et surtout la manière dont le recrutement est fait, puisque c'est violent, hein, on voit souvent sur des réseaux sociaux ou même d'autres médias d'information, des personnels de l'armée ukrainienne qui viennent en ville et qui enlèvent carrément des jeunes qui sont potentiellement éligibles, si vous voulez, à servir dans les forces armées ukrainiennes. Mais on constate, ce que vous dites est vrai, il y a une forme d'épuisement de la population, ce qui annonce peut-être un nouveau tournant et un risque aussi pour la politique menée par M. Zelensky. Il y a aussi la région de Koursk qui a été récupérée par les Russes, une région où les combats font rage en ce moment. D'ailleurs, il y a Kiev et Moscou qui s'accusent mutuellement d'avoir frappé une école servant d'abri près de la région. Surtout qu'il y a eu plusieurs bombardements aujourd'hui et la liste des victimes ne fait que s'allonger, Emmanuel Pouchelet. Oui, la liste des victimes, malheureusement, s'allonge. Nous sommes dans une logique de guerre, mais reste très en deçà des conflits mondiaux qui ont précédé, celui-ci en tout cas. Mais vous savez, Koursk a toujours eu une connotation particulière, que ce soit
pendant l'histoire de la Russie et de l'Ukraine, et également notamment lors de la Seconde Guerre mondiale, où il y a toujours eu des affrontements particulièrement meurtriers dans cette région, puisque le relief est malheureusement commande, comme on dit dans les opérations militaires, et de toute façon, l'Ukraine n'était plus vraiment en mesure de résister à Koursk, à tel point qu'elle faisait la sourde oreille aussi aux invectives un petit peu de l'OTAN qui lui demandaient de se replier en bon ordre, sachant qu'il y a d'autres points de faiblesse où l'armée ukrainienne risquerait de se faire enfoncer, comme on dit, par l'armée russe en tout cas. Est-ce qu'on peut dire que l'armée ukrainienne a finalement mis toute son énergie sur Koursk ? Oh, vous savez, rappelez-vous, elle avait mis toute son énergie sur d'autres villes, l'an dernier, il y a maintenant 2 ans. Je pense qu'on arrive à une forme d'épuisement de cette armée ukrainienne. On a aussi M. Zelensky qui a profondément remanié ses états-majors. Et vous savez que les chefs militaires ont aussi l'appréciation du terrain, comme je viens de vous le dire, qui commandent. Et force est de constater que ils ont aussi, comme je l'annonce régulièrement, il manque aussi de vecteurs militaires, c'est ce qu'on appelle des systèmes d'armes, où ces systèmes d'armes ne peuvent pas communiquer. Si vous voulez, il y a une rupture dans la chaîne entre ces matériels. Je pense les canons, les chars, les avions. Tout d'un coup, on n'entend plus parler, rappelez-vous, des F-16 qui étaient annoncés, qui pouvaient éventuellement renverser le cours des opérations, ce qui n'est pas le cas. Une chose est sûre, c'est que l'OTAN commence à s'interroger aussi sur son engagement. La chaîne logistique connaît aussi des difficultés, puisque pour faire la guerre, il vous faut des munitions. Mais il vous faut aussi des gens. Viennent à manquer pour Kiev. Tout à fait, parce que je vous rappelle que la Russie a la pleine capacité de ses moyens. Et aujourd'hui, quand on regarde la guerre moderne, tous les États qui réussissent leurs opérations sont eux-mêmes fabricants de leur propre matériel et donc assurent une chaîne logistique qui fonctionne parfaitement. La différence entre l'Ukraine et la Russie est là. L'Ukraine a certes des moyens de l'OTAN, mais qui sont défaillants dans la mesure où la panoplie n'est pas complète. Et en même temps, je vous rappelle qu'il faut une longue formation pour pouvoir prétendre à servir ces matériels. Mais j'ajouterai à cela une petite subtilité supplémentaire, c'est que vous avez aussi une doctrine d'emploi de ces matériels et force est de constater que pour l'instant, l'armée ukrainienne ne maîtrise pas tous ces éléments. Alors, mardi dernier, le président russe Vladimir Poutine a été clair. Il annonce qu'il était prêt à négocier pour mettre fin au conflit, mais il rejette toute discussion directe avec Volodymyr Zelensky. Ce dernier serait illégitime selon Poutine. Qu'en pensez-vous, Manuel Pouchelet ? C'est le verbatim habituel de M. Poutine, des relations diplomatiques, parce que normalement, M. Zelensky n'est plus éligible. Je crois qu'il n'est même plus théoriquement en poste depuis mai l'année dernière. Donc c'est pour cela que M. Poutine confronte aussi M. Zelensky à ses propres contradictions et in extenso l'OTAN et même les Européens. Mais vous savez, je pense que ces négociations de paix se feront essentiellement entre la Russie et les États-Unis, puisque le secrétaire d'État américain, M. Marco Rubio, l'a reprécisé encore ce week-end. Il faut que cette guerre en Ukraine cesse, tout comme cela a été martelé par le président Donald Trump. Je pense que Marco Rubio fera le travail de fond avant que M. Trump et M. Poutine puissent se rencontrer dans d'excellentes conditions pour enfin négocier. Mais vous savez, ce n'est pas la première fois qu'une guerre en Europe va se retrouver encore une fois résolue par des Américains. Je pense aux accords de Dayton en 1995 sur le cas de l'ex-Yougoslavie. Maintenant, en ce qui concerne l'Ukraine, elle divise aussi les pays de l'Union européenne, notamment avec des approches dit complètement différentes et même certains se lassent aussi, je pense à la Slovaquie, je pense à la Hongrie, de ce conflit qui dure, puisque bien sûr, derrière ce conflit, vous avez l'enjeu des ressources naturelles et notamment du gaz russe, qui est très précieux pour l'Europe en tout cas. Vous me tendez la perche pour revenir à cette déclaration de l'émissaire américain Keith Kellogg, qui a déclaré dans une interview à Reuters que les États-Unis souhaiteraient que des élections aient lieu en Ukraine, des élections présidentielles et législatives, surtout lorsqu'on sait, vous le disiez tout à l'heure, que le mandat de Volodymyr Zelensky s'est achevé en mai 2024. Pourquoi cette déclaration en ce moment précis, Manuel Pouchelet ? Je pense que les Américains, vous savez, sont très lucides sur le dossier. Ils constatent qu'il y a des tergiversations européennes et en même temps, vous avez aussi une vision différente du dossier où derrière, cette administration Trump cherche aussi à réparer les initiatives, excusez-moi du mot, malheureuses de l'administration de M. Biden. Mais attention, ne nous y trompons pas.
cette guerre en Ukraine est aussi favorable à l'économie américaine dans la mesure où, derrière, les Américains demandent à l'Union européenne d'acheter leur matériel et qu'en même temps, elle ne participera pas, si vous voulez, à une force d'interposition dont on parle de plus en plus entre l'Ukraine et la Russie. Mais je pense qu'aujourd'hui, il est temps de faire la paix. Les Américains semblent tout d'un coup pressés par un calendrier où l'on sait que leur agenda, d'ici quelques mois, risque d'être très préoccupé par la situation à Taïwan. Et ce n'est pas comme en 1944 et 1945 où les Américains avaient été capables de mener 2 fronts aussi bien dans le Pacifique qu'en Europe, où là, finalement, ils risqueraient de laisser les Européens seuls face à la Russie. Et l'Europe, bien entendu, tremble. On n'en parle pas beaucoup dans les chancelleries européennes, mais il est temps de trouver un compromis et également de trouver une solution à l'Ukraine, c'est-à-dire d'organiser des élections. Mais vous savez, les élections, quand on regarde l'histoire de l'Europe, je pense notamment à celle de la France, où on avait monsieur Clémenceau, qui, en 1917, avait été très clair avec une forme d'anaphore. Politique étrangère, je fais la guerre. Politique économique, je fais la guerre. Politique intérieure, je fais la guerre. C'est exactement le cas de figure que vous avez actuellement en Ukraine. Et pour l'instant, il serait peut-être bien que l'on arrive à tenter une négociation. Et je crois que la semaine dernière, M. Zelensky s'est rendu en Europe et même en France pour justement trouver du soutien. Mais le tout est de savoir, vous savez, dans le secret de ces négociations, il y a sûrement, et je l'espère en tout cas, un ordre du jour qui va s'orienter, excusez-moi, vers des solutions de paix. Et je me répète volontairement, Marco Rubio l'a exigé. Il a même employé le terme de must, et en anglais, c'est une obligation absolue. Est-ce que vous pensez dans ce cas-là que l'élection de Trump est porteuse de paix lorsqu'on fait la comparaison avec Joe Biden qui avait échoué à arriver à cette paix? Oh, c'est difficile à dire, mais pour l'instant, M. Trump, il s'est orienté dans une guerre économique, puisqu'on parle de taxes douanières. Mais je vous rappelle que le discours de la campagne de M. Trump, c'est principalement le MAGA, Make America Great Again. Il se moque, on va dire, de la situation en Europe, tant que cela sert ses intérêts économiques, notamment avec le marché des ventes d'armes. Il faut être très clair sur ce sujet. Maintenant, il est vrai que l'arrivée de Donald Trump semble accélérer, on va dire, des négociations, mais ce qui m'inquiète, moi, c'est que cela ne mobilise pas plus l'Union européenne, où d'ailleurs, en 1970, Henry Kissinger, secrétaire d'État, encore une fois, avait déclaré « l'Europe, c'est quel numéro ?» Donc vous voyez, finalement, une solution américaine pour des Européens, cela a difficilement fonctionné si on regarde l'histoire, si vous voulez, encore récente des accords de Dayton, puisque vous avez un pays comme l'ex-Yougoslavie qui est encore fracturé. Et aujourd'hui, qu'est-ce que les Américains vont proposer? Puisqu'encore une fois, ce sont les Européens qui vont subir ces conséquences. Mais M. Poutine et M. Trump risqueraient de s'entendre en sacrifiant, si vous voulez, cette unité européenne qui aujourd'hui n'est plus. Finalement, M. Macron parlait de l'OTAN état de mort cérébrale. L'OTAN a été ravivée, si vous voulez, avec ce conflit en Ukraine. Mais aujourd'hui, je pense que l'on a épuisé tout type de négociation avec la Russie, qui, je le rappelle, a toujours été déterminée sur ses positions, sur ses choix, avec une rare forme de transparence. Mais en tous les cas, elle confronte les Européens et les Américains à leurs contradictions. Mais comme cela a des conséquences économiques lourdes, puisqu'on oublie aussi les routes de la soie, notamment avec M. Xi Jinping qui s'inquiète du durcissement de cette situation, mais également de cette durée, ce qu'il faut retenir, c'est qu'aujourd'hui, les guerres au XXIe siècle sont longues. Regardez l'exemple de la Syrie.